Salut à tous, bienvenue au Léo Rugby Club, épisode 8. Et cette fois-ci, nous sommes au complet. Salut Ludo. Salut Léo. Salut Damien. Salut Léo. Allez, aujourd'hui, donc on va tester une configuration avec un micro omnidirectionnel, le Yeti. On va voir ce que ça donne, donc j'espère que ça sera agréable pour vous. En tout cas, si ça convient, on restera sur cette configuration, sinon on en testera d'autres, puisque c'est les premiers épisodes. Parce que jusqu'à présent, en fait, on était tous avec un micro personnel, mais avec des niveaux qui sont pas forcément les mêmes. Alors voilà, on essaie, on teste quelques configurations sonores. Exactement. Alors au programme cette semaine, on va déjà essayer de tenir moins d'une heure. C'est ça un défi. Gros défi. Un gros défi. Et donc on va essayer de se concentrer sur les sujets essentiels. Et bien sûr, comme nous sommes le 24 janvier, on va se concentrer sur la Champions Cup essentiellement, et puis également sur des sujets liés à la Coupe d'Europe, et notamment ce qu'il faut retenir de cette phase de poule, puisque la phase de poule s'est terminée. On aura bien sûr d'autres choses à retenir, mais en tout cas on va se concentrer beaucoup sur la Champions Cup. Parce que c'est bien connu, la Challenge Cup, c'est les Ospreys qui vont la gagner. Oui, voilà, on en rediscutera. Ensuite, on va aborder la carte postale du jour, et ça va faire plaisir à Damien, puisque je lui ai choisi la semaine dernière le pays de la... Croatie. Et tu es d'origine croate. Voilà, c'est pour croate, ça fait trop bizarre parce que ça fait tomber c'est une grenouille, tu fais croate. Oh là là. Et celle-ci, je l'ai entendue au collège, t'imagines le truc, ça fait 20 ans qu'on me l'a pas ressorti. J'ai pas dépassé le collège. Alors, c'est pour ça. Et enfin, bien sûr, alors on n'aura plus coup de gueule, coup de cœur, mais on aura l'humeur des chroniqueurs. Donc voilà, ça sera coup de cœur ou coup de gueule. Alors autant dire qu'il y aura forcément un coup de gueule de toute façon. De Ludo. De Damien, bien évidemment. Oh, c'est bien connu. C'est bien connu. Ludo est toujours de bonne humeur. Et en fin d'émission, donc nous vous ferons un C'est le jingle en fait, c'est ça? Il m'écoute même pas, vous avez vu. Et donc on va terminer l'émission avec ce qu'il faudra retenir et ce qu'il faudra suivre d'ici au prochain podcast. Les principaux événements rugby et les principaux matchs à suivre le week-end prochain. À ne pas manquer. Alors, on va tout de suite commencer avec notamment les résultats et ce qu'il faut retenir du dernier week-end, les principaux résultats, notamment de Champions Cup, puisque c'est les principaux résultats de la semaine dernière. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est les qualifiés, puisque c'est la dernière journée. Ouais. Et que parmi les clubs français qui se sont qualifiés, eh bien, il y en a 3. Et je tiens à dire qu'avec Damien, on a été bon, puisque on avait deviné les 3. On avait bien deviné les 3, mais c'était assez probable. On avait tous les deux dit. C'était globalement prévisible. Écrit, et les clubs qui notamment étaient en train de, en ballottage défavorable, c'était le cas de Montpellier et de Bordeaux-Bègles, sont restés du mauvais côté de la barrière, et donc sont certes deuxièmes, mais sont pas parmi les 3 meilleurs deuxièmes. C'est ça. L'autre, alors sur les 3 clubs, il y en a quand même un qui s'est baladé, et de toute façon on l'avait déjà constaté, c'était Clermont. Oui. Et ce qu'on avait dit de Toulouse, qui était 3e et qui était mieux placé que Montpellier 2e, eh bien c'est exactement ce qui s'est passé. Effectivement, Toulouse est arrivé 2e, meilleur 2e, donc c'est pas trop mal encore, ils auraient pu s'en tirer encore bien plus mal que ça. Ouais. Toulon aussi s'en est bien tiré avec. Quand on a vu la fin de match, c'était chaud pour Toulon. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était compliqué, ouais. Ah, c'était chaud. Ouais. Alors Toulon. Après, moi j'ai vu le match de Toulouse aussi. C'est juste qu'en plus de ça, ils ont leur petit point en plus. Alors c'est vrai que sans le point du bonus défensif, il serait du mauvais côté de la barrière, parce que c'est le moins bon qualifié. Ils sont 8e. C'est le plus mauvais en fait. Et ça aurait été Montpellier. Ils sont le plus mauvais, et ça aurait été Montpellier qui passait devant. C'est ça. Mais en soi, le fait que Toulon soit 2e, ça dépendait aussi du fait que les Scarlets battent les Sharks de Sale. Et le truc, c'est que Sale a gagné. Ouais, ils se sont dit, on va peut-être pas se faire inspecter par le PCR. On va peut-être gagner un match. Le PCR, c'est le comité d'organisation des clubs professionnels pour les Coupes d'Europe. Donc c'est pas le petit point qui les a fait mettre à la 2e place, c'est le petit point qui les a fait mettre 3e, meilleur 2e. Donc vraiment ric-rac. Exactement. Alors je sais pas ce que du coup vous avez pensé. Alors moi, juste pour synthétiser la dernière journée de Champions Cup, j'ai suivi quelques matchs, notamment des clubs français qui ont été retransmis. Globalement, alors c'était pas mal. Alors sincèrement, c'était pas mal, et notamment les démarrages de matchs étaient vraiment. On sentait qu'ils étaient motivés pour aller chercher ce qu'ils devaient aller chercher pour le faire. Par contre, il y a 2 équipes qui ont vraiment manqué de réalisme au début de leur match, c'est Toulon et Toulouse, où vraiment, alors
Toulon, c'était vraiment par la résistance par la résistance. Alors du coup, j'ai oublié l'équipe adverse, mais c'est. Et moi j'avais changé de page, alors ça m'apprendra, tiens, justement. C'était par la résistance de leur adversaire. Allez, c'était les Saris. Les Saris, bah oui, je suis bête. Contre les Saracens, qu'ils n'ont pas pu marquer. Il y a vraiment du courage des Saracens pour éviter d'encaisser ce premier essai. Toulouse, par contre, c'était vraiment des occasions manquées. Gâchées, ils étaient très souvent proches des 5 mètres. Beaucoup d'occasions, et à chaque fois, il y avait l'arbitre qui disait non, il y a un joueur en dessous du ballon, alors qu'ils avaient franchi la ligne d'en but. Donc, globalement, c'était ça qu'il fallait retenir, c'est que les équipes françaises ont fait ce qu'il fallait pour se qualifier, en tout cas celles qui pouvaient, notamment Montpellier, qui ont eu le bonus offensif. Ça a joué, ouais. Donc ça, ils ont... Après, c'est les circonstances qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Par contre, un reproche que je pose aux équipes françaises, c'est le retour de vestiaire, quoi. Mais les retours de vestiaire, c'était hallucinant, comme ils encaissaient un essai dans les 5 premières minutes. Alors, exception faite de Toulon, qui n'a pas encaissé son essai tout de suite, mais la quasi-totalité des clubs français ont encaissé un essai quasiment après le retour des vestiaires, et pour certains, ça a été fatal. En plus, voilà, on en discutait justement, Léo, c'est que le problème, c'est qu'on sait pertinemment qu'en fait, quand tu vas avoir un retour de vestiaire, en fait, l'équipe qui a pas subi, mais enfin qui a été dominée justement pendant la première mi-temps, va se faire mettre un savon par son entraîneur dans les vestiaires, et quand elle va revenir, justement, elle va doubler, voire tripler les efforts pour t'en planter un, et ça arrive systématiquement. Surtout au début. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, un quart d'heure, en fait, ça va booster à mort pour pouvoir pousser et planter un essai. Tu parlais tout à l'heure d'ailleurs de Toulon, je crois qu'ils ont mis une vingtaine de minutes pour le planter leur essai. Le fait est qu'ils vont tout donner, et ça peut changer totalement la physionomie d'un match, et surtout sur des matchs un peu coup près. Je parle pas de Clermont qui était qualifié au la main, etc. Mais Toulouse et Toulon, là, ils pouvaient vraiment craindre un retour de match et se faire sortir bêtement. Donc voilà, enfin sauf pour Toulon, puisque tu l'as dit, Damien, c'était limite, ils pouvaient perdre par 200, je sais pas combien. Mais c'est vrai qu'ils n'auraient pas été qualifiés, ceci étant. Voilà, ils n'auraient pas été les plus mauvais, ils n'auraient pas été le meilleur des plus mauvais, en fait. C'est ça. Voilà, donc, la place de con. Je partage ton point de vue, Léo, avec ce attention sur ces retours de vestiaire. C'est très français, ça, quand même. Moi, je ferais probablement, parce qu'il y a également une nouvelle rubrique que je vais introduire lors de cette émission, mais il y a une question que parfois me posent certains de mes amis ou mes collègues, c'est quelles sont les périodes d'un match qui sont importantes à suivre, parce que des fois les gens ne veulent pas suivre tous les matchs. J'ai fait mes 80 minutes déjà, tu pourrais les suivre. Après, oui, effectivement, c'est pas vraiment 80 minutes. En tout cas, j'ai essayé d'analyser un peu dans la période de 0 à 80 minutes quelles sont les périodes les plus importantes d'un match pour les équipes. Donc je ferai probablement un peu de mini dossier dessus sur les périodes importantes d'un match. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette dernière journée, en quelques mots, par rapport à ce que vous en avez pensé? Moi, je trouvais que les clubs réagissaient et se réveillaient sur la fin de la compétition, si j'ose dire. C'est oh mon Dieu, on est ric-rac. Voilà. C'est vrai que ça. Soit il y en a qui ont abandonné dès le départ, soit vraiment ils se sont dit ah mais merde, en fait on n'est pas qualifié. C'est ça. Ou certains avaient lâché très vite, faut se rendre compte. Mais effectivement, ça avait mal démarré, si je me souviens bien, les clubs français au début de compétition. Et là, finalement, on en a 3. Et le seul club qui s'est baladé, Clermont. C'est Clermont, mais Clermont, c'est voilà, on discutait aussi. Moi, c'est vraiment en 2 mots, justement, tu demandes qu'est-ce qu'on en retient. Au final, moi, je retiens, c'est vrai, surtout Clermont, qui a roulé sur tout ce qui passait. Avec la manière, en plus. Meilleur qualifié, meilleur qualifié, tout à fait. Donc, moi, c'est vraiment que je retiens. Et je partage aussi ton point de vue, Damien, sur certains que... mais c'est... j'oubliais, en fait, on a un championnat. Il faut vite... en gros, il n'y a plus de calcul, il faut qu'on gagne. Mais rouler, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que si tu veux vraiment un club qui a vraiment voulu montrer ses muscles, c'est par exemple le Leinster. Le Leinster, c'est des gros écarts à chaque fois. On a du 57-3 contre Montpellier, du 60-13 contre Northampton. Non, clairement, moi, ils me font penser à, tu sais, ces équipes qui s'adaptent au format de la compétition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de gagner par 80-0, il y a juste besoin de gagner avec un bonus. C'est fait, voilà. Le contrat est rempli et les mecs ils font le job. Juste, voilà. Je te trouve pour le coup bien dur en fait.
Non, Parce que au contraire. Voilà. Je les trouve au contraire plus malins que Leinster qui montre ses muscles en disant oh là là, eux ils sont offensifs, attention, on va se méfier alors que clairement on se méfie. Ouais, mais Alors c'est le jeu de. Après, ce qu'il faut se rendre compte que, en fait, l'impression que donne Clermont, c'est aussi parce qu'il y a le championnat de France qu'on voit régulièrement, mais le Leinster, en fait, je trouve que le Leinster, effectivement, gagne par des gros scores, mais je les trouve moins dominateurs que Clermont. C'est-à-dire que dans la physionomie du match, oui, Leinster marque des essais, c'est-à-dire qu'il y a souvent des percées, des exploits individuels, des superbes phases collectives de temps en temps, dû au fait probablement également de la faiblesse de leurs adversaires, notamment quand ils ont battu Montpellier, écrasé Montpellier, c'est parce que Montpellier était à 14, si vous vous souvenez bien, pendant une grosse partie du match. Clermont, c'est vraiment dès le début, quoi. Ils marquent des essais très 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 vite. Effectivement, ils remplissent le contrat assez rapidement, et à partir de ce moment-là, ça ronronne, mais c'est normal, c'est-à-dire qu'ils gèrent leur physique et ils gèrent ils ont un jeu intelligent de toute façon. Clermont, on le voit dans tous les matchs qu'ils abordent. Il y a une maîtrise. Voilà, c'est exactement ça. C'est un jeu collectif. Il y a pas vraiment de grosses forces justement comme Leinster ou Leinster. Alors là, par contre, tu t'en prends mais plein la gueule, quoi. Hein. C'est-à-dire que si t'arrives pas à les stopper, tu prends une gifle. C'est ça. Et puis si tu tends l'autre joue, il te donne la deuxième gifle. Et pour te relever derrière ça, ça va faire très mal, comme t'as pu l'analyser sur les matchs que t'as cités. Mais c'est vrai que Clermont, il y a une intelligence de jeu, une intelligence de construction de jeu. C'est vraiment très beau, hein, Clermont. Hein. C'est dommage qu'ils perdront en finale. Mais... Alors tout de suite. Alors il est parti. Alors justement, parce que t'as envie de, je sais que t'as envie de te faire un petit pronostic. Ça va on y viendra. Mais en tout cas, alors juste pour conclure sur cette phase, sur cette Coupe d'Europe de la Champions Cup. Les quarts de finale, c'est Clermont contre Toulon, Leinster contre les Wasps, les Saracens contre Glasgow, et d'ailleurs je tiens à féliciter les Glasgow Warriors puisque ça fait depuis 2012 qu'un club écossais ne s'est pas qualifié en quart de finale. Et meilleur deuxième. Deuxième en plus. Et le Munster face au Stade Toulousain, gros match. Hein. Ça c'est à voir. Ça va être à voir. Munster-Toulouse. C'est l'un des plus intéressants pour moi justement, pour tout ce que va prouver le Munster aussi, mais on va en parler aussi. Et puis Toulouse surtout est vraiment très impressionnant. En plus de ça, alors ce qui est incroyable, c'est que comme on est sur une compétition qui va faire une pause jusqu'à la fin mars, on continuerait cette compétition là maintenant, je dirais Toulouse, super bonne dynamique face à Munster, club qui a été premier. Du coup en fait ce serait un choc de deux dynamiques et tout, machin bidule. Non, c'est fin mars en fait. Donc en fait tout est rebattu, donc pour les pronostics c'est juste ignoble en fait. Mais c'est pour ça que je vous demandais d'en faire. C'est un peu en fait comme si t'étais en pleine préliminaire et que ta copine te disait d'arrêter, quoi. Et de reprendre dans une heure. Et c'est ça. Et tu dis bah non. Et de repartir une fois. Voilà. Je suis complètement coupé, chérie. Ouais, mais il y a les 6 nations d'abord, donc. Il y a les 6 mecs d'abord. C'est un peu il y a le facteur avant, donc tu repasseras. Et ça, c'est terrible. Vous êtes sur RMC avec Ludo. Cette blague grivoise est illustrée par Ludo. C'est Mosca Ludo. Tu débannes. C'est Mosca Ludo. Allez, on va enchaîner. Il n'y a pas des pompes à vélo dans cette émission. Alors, pas du tout. Alors, on va enchaîner immédiatement avec la Challenge Cup. Ce qu'il faut retenir de la Challenge Cup, on va passer un peu plus vite. Le Stade français qualifié. Ouais, après tergiversation sur le match où c'était gelé, pas gelé, j'ai cru que l'Harlequins allait faire payer le coup de Stade français Paris à Timisoara, mais finalement ils ont joué le match et Paris a remporté le match contre les Harlequins, qualifiés avec Brive et La Rochelle pour les quarts de finale de Challenge Cup. Alors par contre, ce qu'il faut noter ici, c'est qu'aucun club ne recevra. Ils vont tous recevoir en quart de finale. Parmi les Français, tu veux dire. Oui, parmi les clubs français. En tout cas, je suis très content pour La Rochelle, moi. Oui, La Rochelle, effectivement, vraiment un bon résultat pour un club qui, effectivement, fait la compétition de la Challenge Cup. Bon résultat. Bah, on le dit régulièrement dans toutes les émissions. La Rochelle, ça commence à être bien. Moi, on va se répéter. Voilà. Le meilleur qualifié quand même parmi les Français, ça reste Brive, avec un dernier succès juste comme ça en match de gala à la maison face aux Newport Gwent Dragons, 36-19. Oui. Parmi les autres qualifiés, les Ospreys dont je parlais, qui trustent la Ligue Celtique, Gloucester, Bath, Édimbourg, et puis alors les 3 meilleurs deuxièmes, effectivement, La Rochelle, meilleur deuxième, effectivement, tu le disais, et les Blues de Cardiff et le Stade français, voilà, c'est fait. Quart de finale donc, Ospreys, Stade français Paris, Bath contre Brive, Édimbourg contre La Rochelle, et enfin Gloucester contre Cardiff.
Et voilà ainsi pour la Challenge Cup. On fera un petit point, notamment sur des statistiques liées à la Coupe d'Europe par la suite. On va enchaîner avec la Pro D2. Pro D2, alors moi je retiendrai deux belles performances à l'extérieur, Mont-de-Marsan et Oyonnax, qui ont tous les deux gagné à l'extérieur, ce qui a été... en règle générale, au rugby, c'est rare de gagner à l'extérieur, c'est quand même une force. Sauf quand il y a un vrai écart de niveau. J'ai envie de te dire de moins en moins, mais oui. Non, en règle générale, notamment en Pro D2. En Pro D2, c'est ce que j'allais dire. C'est encore le cas. C'est encore le cas. C'est un exploit un petit peu. Exactement. Donc Mont-de-Marsan a battu Albi 25-30 et Oyonnax a vaincu Aurillac 24-26. Donc des scores assez serrés. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la Pro D2. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Si Béziers s'est sorti de la zone de relégation, mais c'est très mouvant en ce moment justement. Ah, c'est serré. Et c'est très intéressant en fait. Alors à part la dernière place qui est réservée à Bourgoin, il y a 2 points qui séparent simplement le 13e du 15e. C'est-à-dire qu'il y a 3 clubs là pour l'instant qui se tirent la bourre et il reste à peu près une douzaine de journées. On est à la 18e journée, il y a 30 journées. Ouais. Voilà, 3 clubs. C'est une histoire visiblement qui va se faire à 3, même si Dax est pas très loin, 37 points. Mais bon, après, pourquoi pas, Dax peut aussi très bien tomber, 12 journées. Mais pour l'instant, c'est vraiment une histoire à 3, dont 2 vont pouvoir se sauver et il y aura un couillon à la fin. Pour l'instant, ce couillon, c'est Albi. La semaine dernière, c'était Béziers. Et ça change. Donc c'est entre Béziers, Vannes et Albi. 13e, 14e et 15e respectivement. Probablement ça va jouer entre ces 3 clubs. On va passer à la Fédérale 1 Poule Élite. Ce qu'il faut retenir, c'est notamment le rapproché de Tarbes, puisqu'ils ont vaincu Limoges qui était juste devant eux, 40-14 avec bonus offensif, ce qui fait que au classement, Tarbes revient à 1 point derrière Limoges, qui est le dernier qualifié pour les phases finales de montée en Pro D2. Donc ça se resserre. Et derrière, c'est toujours les 2 clubs de Dromardèche alors. Oui. À la fin du classement. Oui, mais comme je me répète, ça n'a aucune importance puisque Saint-Nazaire est déjà relégué puisque forfait pour la saison, donc il n'y a pas de relais. Oui, mais les 2 derniers vont disputer les playoffs de la Fédérale 1, du reste de la Fédérale 1. Oui. Voilà. Mais voilà. C'est pour savoir. C'est pour savoir. Voilà pour la Fédérale 1. Ensuite, est-ce qu'on a joué chez les filles Oui, on a joué chez les filles. Ah oui, d'ailleurs, non, juste un petit mot. Pour la Fédérale 1, beaucoup de matchs de Fédérale ont été annulés. Et en Fédérale 1, il y a eu 2 matchs qui ont été reportés. Idem pour les filles. Le match Caen-Rennes a été reporté. Ce qu'il faut retenir de la top 8 féminine, c'est que les fortes ont gagné. Ouais. Les clubs fortes. Les clubs forts ont gagné. Lille. Tant pis pour Romagna. Oui, Romagna a perdu contre Toulouse 10-29 et Montpellier a gagné contre Bobigny 44-7. Et donc on se retrouve dans la même configuration, Bobigny qu'en Romagna derrière. Et Lille 43, Blagnac 42, Montpellier 40, Toulouse 38, Rennes au milieu de nulle part, c'est-à-dire 5e, c'est-à-dire qu'en fait elles peuvent pas vraiment monter, elles peuvent pas du tout descendre. Et non mais tant mieux pour elles justement, parce que comme ça leur permet déjà de réfléchir un peu à la fin de saison et à la saison prochaine, donc c'est bien. Mais pas vraiment d'espoir de play-off pour les Rennaises. Non, s'il y a un petit peu, mais pas plus que ça. Vous pensez qu'on n'allait pas parler de rugby japonais? Ben si, on va parler de rugby japonais avec les All Japan Championship. Et pendant ce temps, on joue aussi la relégation le week-end qui vient justement avec les 3 derniers matchs. Exactement, les matchs pour savoir qui va intégrer la Top League ou qui va rester en Top League. C'est les matchs de barrage, effectivement. Alors, par contre, ce week-end, c'était donc la All Japan Championship. C'est le tournoi final dans lequel on invite une université qui a remporté le tournoi universitaire. C'est le bouquet final. C'est le bouquet final, une sorte de phase finale sans phase finale, puisque le champion a été désigné la semaine dernière. En basket, ils ont la semaine des As au milieu de la saison, c'est un peu le même principe. C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne remarque. Leaders Cup, excuse-moi, c'est plus pareil maintenant. Mickey est passé par là. Voilà. Et donc, rapidement, donc, les demi-finales, c'était le White Knights contre Jubilo, 44-17 pour les White Knights qui avaient fini 2e du dernier championnat. Jubilo 2e et les White Knights 3e. Oui, excusez-moi, 3e, c'est moi qui ai fourché. Et les Sun Goliath ont vaincu l'université de Teikyo 34-23. Sachez que quand même Teikyo a résisté un certain moment contre les Sun Goliath. Mais c'est leur match de gala à eux, quoi. C'est l'histoire japonaise. Avec sur la longueur d'un match, c'était trop compliqué pour eux. Donc on aura logiquement un affrontement en finale entre le champion, donc les Sun Goliath, club de Tokyo, je rappelle,
et les anciens champions, la champion de l'année dernière et de l'année d'avant d'ailleurs, donc multi-champions là ces dernières années, les Panasonic Wild Knights qui sont au nord de Tokyo. C'est visiblement un règlement de compte dans le Kanto, la région de Tokyo. Voilà. Une sorte de phase finale avec une petite finale fort sympathique qui va se jouer ici. Et Jubilo, c'est Shizuoka, c'est au pied du mont Fuji, voilà pour la minute, quelques secondes touristiques autour du Japon. Et donc la semaine prochaine, ce sera les matchs de relégation et ensuite la création de cette fameuse Pro D2 japonaise, la Top Challenge League. Ça va être intéressant ça. Et enfin, pas de Seven, puisque je me répète, le tournoi a lieu le week-end. Il trépigne. Ça fera partie de ce qu'il faudra suivre d'ici au prochain podcast. Il y a eu quand même du 13, parce qu'il n'y a pas eu de match de championnat. Je crois que c'était la Coupe de France, Lord Derby. Je crois que oui, la Coupe de France. Coupe de Lord Derby. C'est ça. Mais nous, on suit pas ça. Et donc, par contre, il y avait un match amical qu'il fallait quand même noter. C'est la reprise de la saison pour le Toulouse Olympique 13, puisque eux, ils vont démarrer leur championnat dans 2 semaines. Et le Toulouse Olympique a battu les Dragons de Catalan, club de Super League quand même, 22-6. Ce qui est quand même un bel exploit. Ouais, un excellent score. Et Bon, ils sont pas au même niveau de préparation. C'est sûr. Puisque les Dragons catalans démarrent plutôt mars, eux. Mais c'est bon. C'est bon. C'est-à-dire que Toulouse est à fond dedans alors que les Dragons catalans rentrent de vacances en quelque sorte. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais c'est bien, ça permet au moins à Toulouse de se jauger. Et d'ailleurs, on analysera peut-être un peu aussi leur équipe. J'aimerais bien savoir comment elle est constituée. Il faudra que je regarde un peu ça de plus près. Ouais. Mes chers amis, en tout cas, Ludo, si tu as besoin de vouloir préparer un petit mini dossier là-dessus, prêt à intégrer ça dans le prochain podcast. On va rappeler donc les Dragons catalans qui vont évoluer en Super League et Toulouse qui revient en Championship, c'est-à-dire la 2e division du rugby à 13 anglais, parce que c'est bien connu, il n'y a que là-bas en Europe qu'on joue pour de vrai au travail. Alors, là et l'Australie. On a dit qu'on faisait court, me lancez pas sur ça. Voilà. On va passer du 13 au Super Bowl alors. Ça y est, on connaît l'affiche du Super Bowl. Oui, j'embête mon monde à chaque fois avec le football américain parce que c'est la phase finale. Sinon, le reste du temps, j'embête pas tellement parce que c'est généralement assez obscur. Faut connaître un peu les tendances et puis aussi le décompte en fait par rapport au nombre de victoires, etc. Je vous embête pas avec ça, mais quand c'est les phases finales, effectivement, c'est tu gagnes ou tu t'en vas à la maison, comme disent les Nord-Américains. Eh bien, là, on jouait les finales de conférence, donc les demi-finales, si vous connaissez un peu les tableaux, voilà, un petit peu à l'européenne, donc c'est les demi. Le Super Bowl, c'est dans 2 semaines, c'est le 5 février, au soir, dans la nuit de dimanche à lundi. Ouais, dans 2 semaines, si on se comprend bien. C'est pas tout de suite, parce qu'entre les deux, il y a le Pro Bowl, je disais, voilà, c'est le match de gala, en fait, pour dire, hey, YOLO, c'est la fin de la saison, les mecs, ils sont à Hawaï et ils s'amusent. Non, mais en fait, c'est un match, c'est un peu, voilà, je comparais ça au du manoir, mais sur un match. C'est-à-dire que c'est uniquement offensif, ou dans le sens où c'est là pour faire le spectacle. T'es pas du tout là pour défendre la stratégie, la tactique. C'est comme un concours de dunk pour le All-Star en NBA. Okay. C'est une fête, je veux dire. Voilà, c'est pas. C'est un peu l'Est contre l'Ouest et donc les All-Stars. Ouais, exactement, c'est du All-Star, mais c'est du All-Star surtout offensif. Ok. Ça, c'était la parenthèse All-Star, mais ça va oui, parce que je te rappelle qu'on essaie de tenir. Et voilà. Et donc, l'affiche du Super Bowl, ce sera les Patriots de la Nouvelle-Angleterre comme l'année dernière. Normal. Et j'ai envie de dire comme ces dernières années, en fait, ça fait combien d'années qu'ils sont là, qui sont présents. Si c'est pas au Super Bowl, c'est très haut dans les phases finales, soit en division, soit en conférence, donc soit en quart, soit en demi. Enfin bref, ils sont toujours là et c'est une machine extrêmement bien huilée. Il y a rien à dire, c'est-à-dire que c'est véritablement le favori, l'archi-favori. Et ils vont affronter, et c'est une surprise, les Falcons d'Atlanta, qui une fois qu'ils ont vaincu leur signe indien de poissard ultime des phases finales, parce que Atlanta c'est quand même connu pour ça, eh bien on se rend compte que c'est une équipe qui justement joue comme si elle n'avait rien à perdre, et c'est tant mieux d'une certaine façon. Ces 2 ces 2 finales de conférence qui se sont déroulées donc le week-end dernier ont vu la victoire des Falcons sur les Packers de Green Bay qui étaient parmi les favoris, et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Steelers de Pittsburgh. Globalement, c'était les 4 meilleurs quarterbacks, les quarts arrière de la ligue, donc les 4 meilleurs effectifs aussi de la ligue. Des finales de conférence assez décevantes au final, mais qui nous donnent un Super Bowl qui lui par contre est super intéressant, entre un archi favori et un underdog complet, donc c'est juste nickel. Voilà, allez regardez le Super Bowl, c'est dans la nuit de dimanche à lundi et ce sera commenté, j'imagine comme d'habitude j'imagine ce sera toujours sur le groupe M6 avec Richard qui ont récupéré, voilà, c'est France 2.
avec c'est peut-être France 2. On regardera ça. Ah, c'est peut-être passé à France. Eh ben on va se renseigner sur ça parce que sinon c'est comme d'habitude avec Richard Tarditz et voilà, qui était qui je crois est le dernier Français qui a joué. C'était pour les Giants, qui a joué pour une équipe de foot américain. Yeah. Alors, on en a terminé avec ce qu'il fallait retenir de ce week-end. On va passer tout de suite au débat. Le choix du débat de cette semaine est orienté vers la Champions Cup puisque la phase de poule s'est terminée et je vous ai posé la question suivante. D'après vous, qui va remporter la Champions Cup? Alors, je sais que toi tu avais quelques mots à dire sur la Coupe d'Europe, donc si tu veux déjà démarrer par ça et ensuite donner ton pronostic. Et c'est un communiqué mon cher ami Ludo. Tout à fait, merci. Donc j'ai lancé un sondage sur internet, non pas du tout. Sur Twitter. Voilà. En fait, disons que pour savoir qui va remporter la Champions Cup, en fait, faut un peu regarder qui comme d'habitude, il y a pas vraiment de pronostic, c'est un peu des statistiques. C'est-à-dire qu'il faut un peu regarder qui l'a gagné, le nombre de fois où tu t'es qualifié, tu fais un petit ratio, etc., etc. Et là, tu te rends compte que du coup, au final, ce sera Leinster qui devrait la gagner normalement. En statistique. Voilà, en statistique, tout à fait. Alors, moi, en soi, il n'y a pas vraiment de débat sur la Champions Cup par rapport à ça. Il n'y a pas de débat. Tout de suite, il casse le truc. Non, mais genre ton débat, tu sais où tu peux. Moi, il va y avoir débat par rapport à celui que je vais annoncer, bien évidemment, comme vainqueur. Qui ne sera pas le Leinster, forcément, puisque si c'était si beau que ça, la statistique nous donnerait un gagnant tout de suite. Et c'est là où on voit que je suis toujours le piquant qui te caractérise. Mais non, mais c'est le sport, Ludo. C'est la magie du sport. La statistique, on se la fout. Voilà, chez Mémé. Là où le soleil ne brille jamais, pour reprendre Rudy Pomarade. Voilà. Alors, moi, en fait, je vais balancer quelques noms et puis on va étayer un peu ça. Ouais. Alors, j'aimerais bien que ce soit Clermont. J'aimerais bien que ce soit Clermont. Clermont pour le chauvinisme. Clermont parce que c'est la France, monsieur. Clermont parce que les chiffres sont là. Voilà, les chiffres sont là. C'est la France qui se relève, c'est la France qui gagne, c'est la France qui se construit et qui avance. Clermont, c'est 5 victoires. C'est-à-dire que c'est un sans faute. Et avec 4 bonifiés. 5 victoires et une défaite. Ouais, voilà. C'est un sans faute. Mais c'est un sans faute. Je veux dire, quand t'as une défaite, c'est donc pour toi, un sans faute, voilà. C'est parce que tu quasi sans faute. Voilà, merci. C'est un nick quasi sans faute. Mais c'est parce que bon, tu te. Alors là, il n'y a que les Lyonnais qui ont compris cette blague. Nous ferons une annotation sur les commentaires du blog. mais c'est parce que voilà, ils prenaient le temps de se reposer, ils avaient un peu la tête ailleurs, ils avaient la tête au championnat français sur lequel ils sont relativement à l'aise d'ailleurs, comme sur cette Champions Cup. Mais c'est aussi en fait, voilà, comme je disais, c'est une équipe Clermont qui gagne tout, qui gagne presque tout, c'est-à-dire aussi bien en championnat français qu'en Champions Cup, elle gagne tout, elle est ultra favorite, etc., etc. Et au final, elle gagne tellement tout qu'elle perdra absolument tout. C'est-à-dire qu'elle perdra absolument tout, comme elle le fait régulièrement d'ailleurs en championnat, comme elle le fait en 2013 et en 2015 contre Toulon. Donc normalement, le signe indien, lui, par contre, sera toujours là, comme dirait Jodassin, c'est-à-dire que c'est l'été qui est indien, mais oui. C'est le signe indien. Mais tu sais, il y a un an, il y a une éternité, comme disait Jodassin. C'est beau ce que les temps changent, tu sais. On dirait MC Solar. Mais cette année, j'ai envie de dire, peut-être que justement Clermont va avoir la chance de pouvoir battre son Voldemort, battre son fameux signe indien, c'est-à-dire qu'ils vont affronter le plus mauvais des qualifiés, contre qui ils ont perdu en 2013 et en 2015, messieurs. Toulon, bien évidemment, et Toulon qui est aussi en bien mauvaise posture, aussi bien sur le championnat que sur la Champions Cup. Enfin, c'est moins régulier. Disons qu'on l'attendait pas forcément là où ils en sont. C'est moins régulier en tout cas. C'est clair. Donc là, clairement, vous avez compris que pour moi, Clermont sera pas un favori. J'aimerais, mais ce sera pas le cas. C'est comme ça. C'est mon loser adoré. Son poulie d'or. Mais pour toi, les choses ne changent pas alors. Les choses ne changent pas. C'est vraiment une mentalité de rugby. Ça. C'est toujours les mêmes.
et tout. Les choses sont faites pour ne jamais évoluer. Allons Damien. C'est bien connu, Toulouse doit truster tous les titres, c'est bien connu, ça voilà. Et du coup, absolument pas. Et du coup, messieurs, je vais miser sur des clubs irlandais pour me faire mousser, bien évidemment. C'est me faire mousser comme une bonne bière, comme une bonne irlandaise justement, un peu rouquine, bien charnue, et généralement c'est ce qu'on aime dans le rugby. Et ça justement aujourd'hui on a deux représentants en quart, c'est-à-dire que on a Leinster et le Munster. Voilà. Alors, autant dire que je me mouille pas avec le Leinster parce que eux, en fait, ils ont été demi-finalistes en 2016, ils ont été double vainqueurs de la Champions Cup. Vous me permettrez, j'ai oublié les dates. Mais pourtant, le Munster, j'ai envie de dire, c'est comme le fromage, c'est fort. J'aurais pu faire une blague sur les pieds, ça sent fort, etc. Parce qu'en plus, le Munster a un excellent jeu au pied et c'est ce qui leur a permis justement d'autant progresser sur leur match. Et justement, cette équipe du Munster, eux, ils étaient dans la poule de la mort. Justement, c'est-à-dire que eux, ils évoluaient avec le Racing, Racing 92, ils évoluent avec Leinster et Glasgow. Alors le Racing 92, en fait, c'est la poule du mort. Voilà. Excuse-moi, c'est la poule. J'essaie de me reconnecter, je me dis la poule de la mort. Voyons, qu'est-ce que c'est Racing? Mais non, c'est du mort. Et oui, Damien, tu es joueur sur le terme, mais au final, si on les reprend un peu, ça a quand même été le Racing a été régulièrement finaliste. On a le Leinster qui a été double vainqueur de la Champions League, et au final même triple, je crois. Triple, double. Non, il me semblait double. C'est double. On vérifiera, on demandera aux gens qui ont participé. C'est le palmarès sous les yeux là. C'est juste que je l'ai mis en fait pendant que tu parlais. D'accord. De toute façon, c'est Toulouse qui est quadruple. Ça changera jamais. Et au final, donc on a aussi quand même le vainqueur de la Ligue 7. Ouais. Donc au final, on a le Munster qui est là. Le Munster c'est fort. Je l'ai dit, je vais la refaire parce que le Munster c'est plus fort depuis 2008. Ça c'est un peu sous cloche si j'ose dire. Voilà. Voilà. Tu lui as volé son envolée lyrique. C'est horrible. C'est horrible. Et au final, j'ai envie de dire que le Munster, c'est un peu un coup de blues par rapport à ce que je vais vous annoncer, et en même temps un coup de cœur parce que c'est une équipe qui revient de très loin. C'est-à-dire que c'est une équipe quand même qui a été endeuillée par la mort de son entraîneur en octobre, si je me trompe pas. Ouais. Ils ont vaincu tous ces fameux signes, justement, ils sortent de cette poule de tueurs, ils arrivent à surmonter la mort de leur entraîneur. Vous vous rendez pas compte comme ça peut être costaud. Voilà, c'est très très dur. Et c'est surtout qu'ils se retrouvent pour la 16e fois, il me semble, en quart de finale. Et ça, c'est un record. Eh bien, écoutez, moi, messieurs, j'en ai fini avec cette petite envolée lyrique que j'ai eue pour vous dire que je mets toutes mes billes sur le Munster. Et pourquoi pas Damien. Le Munster pour toi, très bien. Eh bien moi je mise plutôt sur l'Indien qui arrive à vaincre son signe justement, le Clermontois qui arrive enfin, tu vois, je viens d'en parler justement au niveau du foot américain avec les Falcons d'Atlanta qui arrivent enfin au Super Bowl, ce qui est déjà en soi une victoire pour eux. Après en soi, face, on n'a pas les mêmes pronostics, c'est-à-dire qu'il y a une équipe hégémonique, donc ça n'a rien à voir. Mais là, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'équipe hégémonique comme on avait pu trouver Toulon ces dernières années, qui véritablement trustait. À coup de millions également, en engageant les meilleurs joueurs. C'est vrai que c'est un peu plus facile quand t'as les meilleurs. Moi, je dis toujours, c'est Wilkinson. Le match winner, c'est Wilkinson. Mais bien sûr. Les Saris, les Saris aussi, dont c'était vraiment l'année. Ils ont tout trusté l'année dernière. L'année dernière, ils ont tout. Voilà. Il y a quand même certaines années, t'avais quand même de grosses tendances. Le Leinster aussi, qui gagne 2 années de suite, c'est pas pour rien. Toulouse, au début des années, à la fin des années 2000 justement, avant la nouvelle décennie. Une fois Coupe d'Europe, une fois gagné le top 14. C'était génial cette période. Voilà, c'est ça. C'est génial cette période. Comme je regrette. So long. C'est tellement ça. Mais du coup, Clermont a aussi, non seulement ils ont perdu, certes, mais ils ont aussi gagné en expérience. C'est-à-dire que oui, il y a eu des finales perdues, oui, il y a eu des ajustements à faire, il y a eu des choses à revoir, mais justement, il y a de l'expérience. Cette année, justement, ils se sont économisés sur cette phase de poule. Bon, moi, c'est aussi un signe, le fait qu'ils n'aient pas vraiment vaincu
leurs adversaires avec énormément d'écart, qu'ils n'aient pas forcément plus que ça à montrer les muscles. C'est aussi peut-être un changement d'approche de cette compétition en se disant on va faire notre petit bout de chemin et vous allez voir, au dernier moment, on va donner le coup d'accélérateur et on va gagner. Donc moi, je serais plutôt pour Clermont. Évidemment, derrière aussi, je pense au Munster aussi, pour les mêmes raisons que toi, pour les raisons qui sont mentales. Mais après, le mental, c'est pas tout. C'est-à-dire que le mental, arriver à se qualifier en quart de finale de la Coupe d'Europe, c'est déjà aussi en soi une victoire. Tu peux te dire, ouais, mais ils auront à cœur d'aller jusqu'au bout. Ouais, certes, ils auront à cœur d'aller jusqu'au bout, mais ce sera à partir de la fin mars. Est-ce qu'ils seront pas déjà un petit peu plus fatigués d'ici là? Est-ce qu'ils n'auront pas déjà oublié tout l'élan qu'ils ont eu dans cette première phase de la Coupe d'Europe où véritablement ils ont aussi eu à cœur de rendre hommage à leur entraîneur? Et là, il y aura une grosse pause. Donc pour moi, plutôt avantage à Clermont. Bon, bah c'est à moi du coup. On va essayer d'aller vite parce que sinon on n'aura pas le temps pour la carte postale, quoi. Donc, à mon sens, la première chose déjà pour débuter, c'est que il y a quand même 3 clubs français, ce qui est plutôt dans la moyenne. C'est-à-dire que 3 clubs français en quart de finale, c'est dans la moyenne des derniers championnats d'Europe. Il faut savoir que le record, c'était 4 clubs français qualifiés et 2 à domicile. Donc c'est plutôt dans la moyenne. Après, je verrais bien Clermont quand même, effectivement. Alors, choix du cœur, parce que c'est un club français. Je ne vois pas les autres clubs, bien que mon club de cœur soit Toulouse, je ne vois pas Toulouse battre le Munster à l'extérieur. En fait, c'est ça qui est problématique pour Toulouse, c'est que c'est à l'extérieur. Et à l'extérieur, malheureusement, Toulouse s'est effondré à chaque fois en fin de match. Souvenez-vous, les 2 fins de match à l'extérieur contre le Connacht et contre le Leinster, donc c'était vraiment compliqué. Donc... pour moi, c'est Clermont, choix du cœur, mais aussi choix de la régularité. Et pour moi, d'une force, je dirais, inébranlable, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. C'est qu'on a l'impression qu'il ne peut rien leur arriver. C'est dès le départ, ils mettent un coup de boutoir, ils mettent un deuxième coup, ils mettent un troisième coup. Ça fait très mal. Après, contre des équipes plus fortes, c'est ça le problème. Contre une équipe plus forte qui saura défendre, contre Clermont, c'est là où ça pourra se jouer. Parce que les matchs couperets, ils ont un peu de mal, mais je miserais comme sur Clermont. Alors après, j'ai 3 outsiders, il est clair. C'est que Munster, clairement, parce qu'il y a l'hommage à Anthony Follet, il y a aussi une volonté d'y aller pour Anthony Follet. Donc un outsider que je classerais juste derrière Clermont, et la symbolique serait tellement énorme s'il gagne. Alors vraiment énorme, ça serait tellement magnifique. Les Saris quand même, les Saris, un club anglais très puissant, vainqueur l'année dernière de la compétition, alors moins régulier que cette année. Plutôt les Wasps selon moi, s'il y a un anglais qui doit gagner. Ouais, mais les Saris sont toujours aussi forts. Ils ont des fulgurances assez impressionnantes en phase de poule. Et ils ont l'expérience. Et surtout ces fulgurances marchent en match couperets, c'est-à-dire que les fulgurances, c'est là que ça marche. La régularité, même si je... Mais là, il faut gagner 3 matchs en fait. Ouais, exactement. Et enfin le Leinster, parce que voilà, régularité, toujours là, mais moins fort, vraiment moins bien armé que les autres favoris. C'est quoi votre underdog complet? Qui est-ce que, à l'inverse, comme ça, très très vite, qui serait votre underdog complet? Pour moi, c'est les Warriors. Les Glasgow Warriors. C'est le cœur qui parle, forcément. Là, serait full underdog. Ouais, là, complet. Mais moi, pour le coup, je veux dire, le coup, par exemple, tu veux faire une grosse cote sur un site de Paris Win, ce serait les gars. Ah oui, voilà. tu mets une grosse cote, tu mets Warriors. Là, tu perds ton argent, mais bon, mais voilà. Mais non, selon vous, ce serait... Les Sarins, moi, justement, parce qu'ils ont été vainqueurs, l'an passé. Cette année, je les trouve pas mirobolants. C'est vraiment pour moi l'équipe que je vois se faire taper en fait à chaque match et qui progresse et puis en fait qui avance. Moi, l'underdog, vous savez très bien, c'est qui? C'est Toulouse. C'est Toulouse, oui, c'est ce que j'allais dire. Évident, les enfants. Non, mais évident, les enfants. Les underdogs, c'est Toulouse. Non, mais allez. Bien que ce soit un club très fort. Non, bien que ce soit un club très fort, c'est quand même pas le plus dominateur à cause des défaites en fin de match. C'est toujours pareil. Enfin, des défaites ou du match nul qu'ils ont obtenu, mais ils craquent à la fin et ça, ce n'est pas très bon pour les matchs couperets. C'est vraiment pas bon. Voilà, vous avez donc nos favoris. On verra à la fin de la compétition, au mois de mai, au mois de juin plutôt. Au mois de mai ou au mois de juin? Au mois de mai, je crois. C'est mai. C'est mai. Ouais. Au mois de mai, c'est au mois de juin, c'est top 14. Au mois de mai pour la Coupe d'Europe et savoir si nous avions eu raison. On va enchaîner tout de suite avec une nouvelle rubrique que je vous ai fait en surprise pour vous deux. La question de la semaine. Alors, la question de la semaine, c'est quelque chose qui reviendra de temps en temps. On va pas le faire systématiquement chaque semaine, bien que ça s'appelle la question de la semaine. La question de la semaine, c'est en fait une question que me pose souvent soit un collègue, soit un ami sur le rugby. Et la question de la semaine, c'est pourquoi il n'y a pas plus de nations en Coupe d'Europe?
C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Non, mais il a raison, ce garçon. En fait, ou cette dame, hein, je Bah, sais pas. c'est une dame. C'est une dame, voilà. Mais elle a bien raison. Elle a bien raison. C'est messieurs-dames. Alors, on va faire assez vite pour expliquer pourquoi il n'y a pas plus de nations en Coupe Eh d'Europe. ben, c'est très bien, c'est très simple, c'est qu'il y a très très peu de pays qui jouent de manière professionnelle au rugby. Voilà. Alors, c'est pas une raison. Oh, c'en est une. C'en est une, mais c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que la Coupe d'Europe a été créée par le Comité des 5 Nations en 1995. Donc, les 5 nations, par définition, on met les clubs des 5 nations. Et qui à la base étaient de toute façon à peu près les 5 nations qui jouaient en pro. C'est ça. Voilà. Sauf qu'ils ont invité un club roumain et les Anglais, ils ont boudé la première édition en 95, souvenez-vous. Donc, du coup, vu que c'est une histoire qui a commencé comme ça, les clubs des 5 nations, puis des 6 nations avec les Italiens, finalement, trustent toutes ces places en Coupe d'Europe, même en challenge, même en deuxième division européenne. Et donc, les clubs des 6 nations étant très conservateurs, ils ne veulent pas ouvrir la compétition. Ou en tout cas, très peu. Ça rejoint les mêmes lignes de fracture qu'on retrouve aussi au niveau des nations, c'est-à-dire que les 6 nations sont les 6 nations qui se considèrent comme les seules jouant vraiment de manière sérieuse au rugby. Alors je trollais en disant jouant en pro, c'était vrai en 95, mais ça l'est absolument plus maintenant puisque les Roumains commencent à un peu se faire payer pour leurs matchs, les Géorgiens aussi, les Italiens, au-delà du fait qu'on peut penser tout ce qu'on veut de leur participation à la Ligue Celtique, qui est la Ligue majeure, voilà, pour les nations justement d'Irlande, du Pays de Galles, joue aussi dans un championnat national qui lui aussi est pro, on va dire une ligue mineure. Donc voilà, le rugby commence à se professionnaliser, même à petite échelle, même si ça reste maintenant du professionnel de ligue mineure. Donc c'est plus tout à fait vrai, c'est simplement, comme tu le disais, des survivances de pays qui ont envie qui préfèrent s'affronter entre eux. Après, ça tient pas à rien, ça repose pas sur rien, c'est-à-dire que il y a quand même des fois de gros écarts. Je veux dire, ça fait maintenant quasi 20 ans que des clubs roumains, géorgiens ou italiens sont invités en Coupe d'Europe, c'est pas pour autant qu'ils ont gagné beaucoup plus de matchs que ça. Il y a quand même un gros écart malgré tout de talent, de vivier. Je voudrais pas qu'on commence un débat, parce que sinon on va durer des heures. Donc pourquoi il y a que si peu de nations qui jouent? C'est parce que aussi c'est les 6 plus grosses nations qui ont les plus gros viviers aussi en termes de joueurs et d'infrastructures, tout simplement aussi. Hein. En tout cas, cette année, pour info, il n'y a que, au-delà des clubs des 6 nations, il n'y a qu'un club roumain et un club russe cette année en Challenge Cup. C'est les 2 seuls autres représentants de 2 autres nations dans cette Coupe d'Europe. Et le pire, c'est que même les promus de l'année, championnat anglais et français, sont en Coupe d'Europe. Alors, au passage, on va juste rappeler à cette dame qui te pose cette question qu'il y a 3 niveaux de Coupe d'Europe. Il y a quand même, les choses évoluent, même si c'est très très lent, ça reste du rugby, donc c'est forcément très très lent à évoluer. Mais il y a donc cette Champions Cup uniquement entre les nations des 6 nations, justement, les gros, uniquement les gros. La Challenge Cup où on invite justement des petits pays, mais ces petits pays, en fait, comment ils sont invités? Ils sont invités parce qu'il y a une 3e Coupe d'Europe uniquement réservée aux petits, donc aux Italiens, aux Géorgiens, aux Espagnols, aux Russes, qui se fait en parallèle des 2 autres Coupes d'Europe et qui permet de désigner deux vainqueurs en réalité, qui tous les 2 se qualifient pour la Coupe Challenge de l'année d'après. C'est une 3e division, d'une certaine façon. Sauf que du coup, il n'y a pas un match barrage à la fin avec les 2 qualifiés de Challenge, parce que Timisoara peut pas jouer en même temps, et Krasnoyarsk non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il y a une finale entre ces 2 vainqueurs? Non, Contre les 2 vainqueurs de la phase qualificative de cette année, parce que du coup, Krasnoyarsk ne peut pas se requalifier s'il joue pas cette compétition. Exactement, il y a un tour de barrage, exactement. Donc ça brasse toujours les mêmes. Ça brasse quasiment toujours les mêmes. Après, super. On va pas rentrer dans ce débat, hein, juste pour en terminer, le point positif, c'est que ça donne une compétition en plus, ne serait-ce que pour les petites nations, même si l'espoir est assez ténu, ça donne une compétition en plus. Et rien que ça, c'est déjà énorme face à l'immobilisme de certaines nations du rugby. Allez, ainsi s'achève cette question de la semaine, et on va aller tout de suite vers des plages dorées, vers les paysages montagneux de la Croatie. Ništa mi neće ovi dan pokvari. Nikakvi crnjaci ni ružne stvari. Ništa mi neće. Et tu crois pas si bien dire les plages dorées, les paysages montagneux, puisqu'on joue
au rugby en Croatie, dans 2 régions. Alors certes à Zagreb, parce que c'est là où il y a le plus de monde, c'est la capitale, c'est comme Paris, voilà. Mais aussi, surtout, dans le sud. Ah, Eh oui, comme en c'est France. C'est un dans le sport du sud. Pas du sud-ouest, du sud. Ah, du Vraiment. sud. Du sud-sud. Véritablement. Du sud-sud. Non, en Croatie, on joue au rugby, on y joue depuis déjà pas mal de temps. Déjà à l'époque communiste, on y jouait, ça n'avait pas autant d'impact qu'en Roumanie avec cette espèce de lecture politique socialiste du rugby à l'époque. Ça n'a pas non plus été ostracisé comme ça a été le cas sous l'Union soviétique. Non, en Yougoslavie, c'était un sport tout à fait comme un autre. Et donc depuis l'indépendance, depuis à peu près 25 ans désormais d'indépendance, le rugby croate s'est développé avec 2 mots, uniquement 2 mots, rugby union. Il n'y a pas de rugby à 13, il n'y a quasiment pas de football américain, il y a 3 clubs comme ça qui jouent une ligue comme ça centre-européenne avec les clubs des autres pays à côté. Mais surtout, on joue au 15, on joue un petit peu au 7, de plus en plus. On s'y est mis un petit peu après tout le monde, du coup en fait ça nous donne... Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on joue au 7 en Croatie. Ah, on y... Moi je plaisante. Non, si Non, non, je déconne. bah, heureusement que non. Mais on y a joué en fait très très tôt, c'est-à-dire que dès la première année des World Series, la Croatie a été invitée pour 2 tournois. Ils n'ont pas été ridicules, d'ailleurs ils ont joué en bowl à chaque fois. D'accord, je savais pas. Donc ils n'ont pas été derniers à chaque fois, donc ça mérite d'être noté. noté. Mais entre les deux, entre donc 2000 et là ces dernières années où enfin ça se réveille un petit peu parce qu'il y a les Grands Prix Series, donc là, les séries européennes en français, où là les systèmes de division font que justement ça donne aux pays européens des compétitions régulières, ça donne aussi une carotte finalement aux gamins qui jouent à ça. Là maintenant voilà, tout le monde commence à se prendre au sérieux. C'était le cas de la Norvège il y a 2 semaines, voilà, c'est le cas de la Russie qui joue en première division. La Croatie joue entre les 2e et 3e divisions, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Voilà, mais surtout en fait, le gros truc c'est le rugby à 15 encore en Croatie. On a un petit peu un temps de retard, faut l'avouer aussi, mais pas pour rien. C'est-à-dire que je t'avais promis un truc qui n'avait jamais été évoqué durant l'émission jusqu'à ces derniers temps. Eh bien c'est quand rugby à 15 en Croatie, on joue certes un petit championnat, il y a 2 divisions en Croatie, mais surtout on joue une Coupe d'Europe de sous-région. Donc ça fait écho à ce qu'on vient de dire. Il y a la Champions Cup D1 européenne, la Challenge Cup D2 européenne, la 3e division là que je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, cette 3e division de développement européenne avec les nations qui jouent en pro, et il y a un 4e échelon, une 4e division européenne qui est le championnat régional qui regroupait jusqu'à ces dernières années les clubs de Croatie, de Bosnie, de Hongrie, de Serbie, de Slovénie, enfin bref, tout le quart sud-est de l'Europe. Il y a eu même des clubs grecs ou autrichiens qui se sont mis dans le lot. Et ça permet de donner justement 2 compétitions, ça permet d'élargir sans avoir à forcément élargir le championnat national, parce que finalement c'est tout petit comme vivier, il y a une 20aine de clubs en Croatie, c'est tout, voilà. Ouais. Et donc ça permet de créer finalement une compétition qui est en train de se constituer en ligue régionale, c'est-à-dire que maintenant il y a à peu près toujours les 6-8 mêmes clubs, et ce qui permet d'ailleurs de fidéliser le public en disant regardez, il y a un match de gala entre telle ou telle équipe, on les a rencontrés l'année dernière, on va prendre notre revanche, ou au contraire on va garder notre série. Bref, ça donne un côté sympathique justement à ça. Et pourquoi je parle de ce championnat en particulier? Non seulement parce que les clubs croates en parlent, mais parce que les clubs croates, il y a un club croate qui a gagné la compétition genre à peu près 7 fois de suite, qui est le Nada Split. Nada c'est espoir. La Nada Split. Parce que Nada dans comme on a région, c'est autre chose. Non, bien. Non, c'est l'inverse justement. Oui. C'est comme l'Espérance Tunis en foot, donc voilà, c'est l'Espérance de Split en quelque sorte. Voilà. Et c'est un peu ma statue, si tu veux, de la Coupe d'Europe. C'est pas une statue uniquement avec un seul mec. La semaine dernière, on avait un Russe qui a sa propre statue d'ailleurs à Ipswich. Non, cette semaine, ma statue, c'est un club, le club qui structure, qui plus ou moins avec les clubs de Zagreb a réussi à structurer un peu le rugby dans la région et donner une certaine cohérence, à faire en sorte que justement on joue au 15, pas uniquement au sein des frontières du pays, vu que c'est des petits pays, ils se sont organisés entre eux, et le Nada Split a fait beaucoup pour ça. Juste une dernière chose, ça se constitue en ligue régionale, ce championnat régional. Il faut savoir que les autres clubs qui genre slovènes, autrichiens, hongrois, justement comme ils y ont goûté pendant quelques années, ils se sont constitués eux aussi en ligue régionale. Aujourd'hui, la ligue autrichienne, il y a un club hongrois, la ligue autrichienne, il y a aussi un club tchèque, je crois, un truc comme ça. Bref, ça commence à s'organiser, si tu veux, même si le 15, forcément, pâtit un petit peu du développement du 7, forcément, parce que l'avenir du rugby, on le sait, c'est le 7.
eh bien voilà, on se retrouve avec un rugby qui se développe dans le quart sud-est de l'Europe et ça personne n'en parle. Oui, les médias, les médias traditionnels, c'est la saison. C'est le Trump style. Maintenant il paraît qu'il faut faire du buzz. Alors les médias traditionnels n'en parlent pas et tout machin bidule. Non, C'est une vérité alternative. C'est l'effet alternatif. Dernier mot sur l'équipe de 15 en fait. Alors je vais pas parler plus que ça, c'est simplement qu'en fait comme beaucoup d'autres pays en fait d'Europe centrale, il y a beaucoup d'Australiens, de Néo-Zélandais, de Sud-Africains et d'Américains qui se sont fait naturaliser croates pour jouer dans l'équipe de rugby à 15. C'est pareil pour Malte, c'est pareil pour voilà pas mal de trucs. Enfin bref, t'as pas mal de pays qui ont fait ça et t'as beaucoup d'Australiens et de Sud-Africains effectivement qui jouent dans l'équipe de Croatie. Bah, c'est vraiment très beau. Yeah. Vraiment très beau. Merci pour cette carte postale croate, Merci. mon cher Damien. Et je vais te donner le prochain pays pour la roulement semaine de tambour. prochaine. Ça va être les Philippines. Oh oui, il y a pas mal de choses à en dire. Oh oui. Les Philippines. Donc pour la semaine prochaine, vous aurez des îles, des palmiers. Alors j'espère que t'auras prévu pas mal de trucs parce qu'ils jouent à beaucoup de choses les Philippines. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Ah ouais, On pourrait faire une grosse carte postale. Grosse nation d'Ovalie mais amateur. Une carte postale taille A2. Allez, on va enchaîner avec les billets d'humeur de nos chroniqueurs. Moi, j'en ai une en fait qui va conclure le podcast d'aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser la parole. On va donc enchaîner avec les billets d'humeur. Eh bien, mon billet d'humeur, moi, je vais rester dans la Champions Cup. Je me dis pourquoi pas. Champions Cup. Mais pourquoi pas rester dans ça, puisqu'on est si mal parti, donc autant y aller. Et donc, ce sera un coup de gueule contre les zèbres. Donc les zèbres, ça a été encore. Les zèbres de Parme. Les zèbres. Tout à fait. En italien pour dire zèbre. Et Je crois qu'on a compris. Donc vous avez compris que c'est le club de Parme qui se prend des tôles toutes les semaines. voilà. Et Avec en gros, le Benetton Trévise. En gros, donc eux aussi, ils font un parcours sans faute actuellement, c'est-à-dire qu'ils sont absolument roulés dessus par tout le monde. Ça a vraiment été mon expression de l'émission, C'est clair. mes chers Damien et Léo. C'est-à-dire que telle une machine médiatique, telle Donald Trump, qu'ils se prennent 55 points en moyenne par match. Moi j'attends ton allitération, ta métaphore filée sur les équines, tu vois. Mais du coup voilà, le zèbre, c'est un animal qui va vite, c'est un animal qui est beau, qui est majestueux. Et là on a des zèbres qui sont dans un zoo en train de crever dans une pauvre cage et que même les moustiques arrivent à piquer malgré leur défense naturelle. C'est-à-dire qu'ils représentent tout simplement le mal-être de la fédération italienne aussi de rugby, c'est-à-dire qu'ils sont l'image même de cette fédération. On en a parlé un petit peu sur plusieurs émissions, vous l'avez entendu aussi par le biais de Damien ou même de Léo dans cette émission-là, c'est-à-dire que le rugby italien va très très mal. On peut voir qu'ils ont la chance de jouer dans cette mafia des 6 nations, c'est-à-dire de laisser Révolutionnaire en plus, le mec. de laisser personne entrer parmi eux, et pourtant ils n'ont plus leur place. Et c'est-à-dire qu'on le voit même aussi au niveau de la Champions Cup, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout leur place. Pour moi, c'est une équipe que quand tu les rencontres, t'es content parce que tu sais que tu vas bonifier tout ce que tu vas pouvoir bonifier. Et que tu vas sortir probablement meilleur deuxième. Exactement, c'est une chance de les avoir avec toi. Et du coup, comme tu disais Damien, je vais faire un petit parallèle justement avec le rugby croate, du coup qui de par sa jeunesse est en train de faire plein de nouvelles choses, qui est en train de mettre en place plein de nouvelles choses avec d'autres pays et tout. Eh ben le rugby italien, lui, se nécrose complètement, est en train de crever et finira par se faire bouffer tout cru par un lion, comme les zèbres. Mais ça ferait une bonne idée de débat justement, quoi faire pour sauver le rugby italien. L'abattre. Abattre la bête, oui, mais reconstruire quoi Il y aura quand même des gens qui vont jouer, mais tout recommencer. Il y a une Tout rumeur, recommencer, mais comment enfin, une rumeur, je crois même que c'est plus qu'une rumeur. Il y a les zèbres qui vont se faire démanteler pour se faire remplacer par une autre franchise Alors, à Rome. C'est exactement ça. Juste, alors, je rappelle juste une chose. Il faut qu'on l'enchaîne. C'est que donc voilà, le Benetton Trévise a une vraie histoire, contrairement aux Zèbres de Parme qui sont vraiment une franchise qui ont été montées de toutes pièces, alors que Benetton Trévise a été multi-champion d'Italie avant de se faire engager en Ligue Celtique. Donc voilà, c'était juste pour rappeler, ils représentent quand même les deux bassins traditionnels du rugby en Italie, c'est-à-dire la Vénétie et le sud de la Lombardie, Émilie-Romagne. C'est bon pour ton billet d'humeur, Ludo? J'étais suffisamment mécontent. Ouais. Voilà. Billet d'humeur de Damien.
Et moi, c'était pas vraiment un coup de gueule ou un coup de cœur, Non, y a c'est pas juste de- constater c'est un l'évolution d'un sport, c'est-à-dire que, alors le football c'est pour d'autres raisons, c'est parce qu'il y a d'autres histoires, d'autres gros sous, ne croyez pas que c'est pour l'amour du respect de la nation, etc., avec tout plein de fanfares et de flonflons, non. non, s'il n'y a pas de sponsor sur les maillots de l'équipe de foot, c'est simplement que les compétitions ont des plus gros chèques encore que la Coupe du Monde de rugby n'en aura jamais dans son existence. Non, c'est pour autre chose. Non, par contre, je suis très content, voilà. C'est là où je veux en venir, c'est que je suis très content que l'équipe de France se lance dans la recherche d'un sponsor maillot. Après, à charge pour la fédération de trouver quelque chose qui soit cohérent vis-à-vis évidemment de l'équipe de France. T'imagines les préservatifs Manix, je sais pas, ça irait bien à Moscato, mais ça irait beaucoup moins bien à l'équipe de France. Voilà, oui, ça irait effectivement moins bien pour. Donc voilà, à charge évidemment. Pour les joueurs. Ça nous évitera d'en prendre plein la gueule en tout cas. Le principe pour moi, voilà. le principe pour moi Au moins, reste. Regarde les préservatifs Manix, ça irait bien pour l'Italie. C'est c'est pour toi. Au moins on est bien protégé avec ça. Tu serais bien protégé. Voilà. Non, bref, non. Là où je veux en venir, c'est que visiblement, en voyant le petit sondage vite fouille qui a été fait sur l'équipe, les gens ont l'air plutôt pour. En plus de ça, sachant que comme les clubs de handball, le handball, volleyball, l'équipe de France en handball, l'équipe de France en volley, l'équipe de France en basket. Je veux dire, ouais. au bout d'un moment, l'équipe de basket, il y avait c'était eux les pitch, non? C'était pas eux pitch? Oui, c'était pitch. oui. Si, c'était pitch. Exact. Alors exact. donc les enfants, voilà. Il n'y a pas de petit sponsor. Il n'y a pas de petit profit, mais c'est surtout en fait que ça va dans les caisses de la fédération. Ouais. Et évidemment, si la fédération utilise bien ses billes, et visiblement, vu ce que fait l'équipe de France de handball dans son mondial, ça a l'air de pas trop mal aller. Hein, on va espérer en tout cas qu'ils aillent au bout, c'est leur mondial après tout, merde. Bien sûr. Donc oui, ça a l'air visiblement de profiter sinon à tout le monde, au moins aux bonnes personnes. On va espérer, on va croiser les doigts. Moi, je suis plutôt optimiste. Je pense pas que tout ira forcément dans les poches des mêmes gars. Non. Je pense qu'au bout d'un moment, ça finirait par se voir sinon, de toute façon. Mais bref, non, sur le principe, je suis plutôt pour et ça va dans le sens de l'histoire. Et même quand tu regardes les autres équipes, pas simplement pour faire comme les autres, mais simplement, je trouve que ça va dans le sens de l'histoire de donner un sponsor et puis d'arrêter avec ces débats à la con, sachant que Camus, tout auréolé qu'il était de son respect du maillot de machin bidule, avait donné un sponsor maillot à l'équipe de France des moins de 20 ans. C'est juste pour le dire aussi au passage. Ouais, exactement. Merci Damien pour ce billet d'humeur. On va terminer avec une dernière séquence du podcast. On va pas tenir une heure peut-être, ou pas, je ne sais pas, parce qu'on va légèrement monter ce petit podcast. La dernière séquence, c'est qu'est-ce qu'il va falloir suivre d'ici au prochain podcast. Attention. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir suivre d'ici au prochain podcast? Alors déjà, le top 14 va reprendre ses droits. Donc, je vous propose de suivre 3 matchs. Toulon-La Rochelle, puisque c'est le 5e contre le second. Donc, il y aura un enjeu pour le positionnement en phase finale de top 14. Il y a Castres-Montpellier, le 6e contre le 3e, qui est également à suivre, puisque Castres est en position de se qualifier. Et donc, face à Montpellier, à domicile, ça peut être une occasion de renforcer cette position. Et enfin, un petit match de derrière les fagots. Oui, c'est une expression qui date des années 90. Bordeaux, 7e contre Clermont. Et là, c'est surtout un enjeu pour Bordeaux pour éviter de se faire distancer pour la 6e place qui est qualificative pour les phases finales de top 14. Toulon-La Rochelle, samedi 14h45. Castres-Montpellier, samedi à 18h30. Et Bordeaux-Clermont, dimanche à 16h45. Pour la Pro D2, il va falloir suivre également 3 matchs. Angoulême-Biarritz, parce qu'ils sont tous les deux classés respectivement 8e et 9e, donc c'est un mini-match à enjeu pour le positionnement à la 8e place. C'est jeudi à 20h45, donc peut-être que le match sera déjà passé quand le podcast sera publié, mais c'est pas grave. Vannes contre Dax pour le bas de classement. Vannes 14e, Dax 12e. C'est surtout pour permettre à Vannes de raccrocher les wagons derrière Dax. Donc ça doit permettre à Vannes à domicile de se refaire un peu la cerise. Encore une expression des années 90. Ce qu'on vous expliquait sur les 3 couillons, sur les 3 en train de se battre, dont un finira couillon. Voilà. Pour de vrai. Plutôt. Il y a une place en jeu. C'est vrai. Il y a 2 places en jeu et un qui s'en va. Donc oui, il y aura un couillon dans l'histoire. Voilà, il y aura un couillon. C'est pas pour rien. Ils sont pas tous les 3. Ah non, heureusement que non. Le vendredi à 20h pour Vannes Dax. Et enfin, un match de haut de classement extrêmement intéressant en Pro D2. Mont-de-Marsan 5e contre Montauban, leader actuel de Pro D2, dimanche à 14h45.
15. Et à suivre la semaine prochaine également, les Sevens World Series Mais qui c'est mon reviennent billet à d'humeur. Wellington. Il me mais le vole de la bouche. ça, c'est juste pour faire un petit teasing. Sinon, vous avez aussi la Coupe anglo-galloise, la Coupe anglo-galloise dont tout le monde se moque. Oui, voilà. Dont même les Britanniques, pas qu'elle existe. Sans branle. ça se branle, et vous avez les 3 matchs de relégation de la Top League au Japon. Si vraiment vous voulez regarder du rugby le matin, parce que c'est à 5h du mat à chaque fois, c'est pour le dire. C'est la finale de l'Asian Japan Championship. Effectivement, Panasonic contre Suntory. Aussi, exact. Dans mon billet d'humeur, c'est sur le tournoi de rugby à 7 de Wellington, avec 3 questions qu'il va falloir se poser pour ce tournoi. La première question, c'est est-ce que la France va-t-elle pouvoir enfin intégrer le dernier carré, malgré une poule relevée, puisqu'ils vont affronter la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et les Samoa. C'est costaud. C'est costaud. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir se mettre dans les 2 premières places pour se qualifier pour la phase de Cup dimanche? L'Angleterre et l'Afrique du Sud, qui ont remporté les 2 premiers tournois de la saison, vont-ils réitérer leur exploit en dominant de nouveau les Fidjiens, qui vont être très revanchards, parce que les Fidjiens, ils sont très énervés de ne pas avoir remporté déjà un tournoi. Mais ils sont un peu champions en titre, non? Eh ben, ils sont surtout champions d'Afrique et champions en titre. Oui. Donc, ils sont vénères. Très vénères. Et enfin, en bas, le Japon va-t-il encore finir dernier? Est-ce qu'ils vont battre la Russie? Et surtout, est-ce qu'ils vont battre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ouais. l'équipe invitée, Oui. qui est l'équipe invitée de ce tournoi Fini le de Japon. Wellington Japon en qui fait Nouvelle-Zélande? Oui, parce qu'au niveau des Oceania Sevens, la Papouasie n'a pas gagné. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Ouais, enfin, je rappelle que le Japon envoie encore une fois l'équipe de Division 2 et d'universitaire. Ah, bah ils vont perdre. Ça, c'est une donnée importante. Non, mais il faut pas balancer un truc Voilà, comme ça. faut hein. nous dire quel Japon. Voilà. Il y a le Japon, bah on dit Oui, le mais- Japon, oui, c'est mais bon. Quel Japon? Il y a le bon, il y a le mauvais Japon, quoi. Donc c'était les 3 questions. Alors, si je dois répondre à ces 3 questions, la France va-t-elle pouvoir intégrer le dernier carré? Oui, j'espère. Mais je Non. dirais- Non. Bah, moi, oui, j'espère. Ouais, mais, oui, mais on espère, mais non, quoi. Non mais oui, je fais un pari, c'est oui. L'Angleterre et l'Afrique du Sud vont-ils réitérer leur exploit face aux Fidjiens? Non, c'est Non. les Fidjiens qui vont gagner ce tournoi. Et ouais. C'est mon pari. Pour moi, c'est quand même jouable. C'est jouable. C'est Angleterre, Fidji ou Afrique du Sud, Fidji en finale? Oui. Je vois les Fidjiens gagner. Mais je vois les Fidjiens gagner. Et le Japon va-t-il finir bon dernier? Oui, malheureusement. Ah, Voilà. bah, si tu nous dis Bah. qu'il n'y a pas la grosse armada, oui, c'est clair. Voilà. Donc, bon, par contre, c'est très tôt le matin. Hein. C'est entre minuit et 8h du matin. Donc, c'est très chaud. Mais en plus, c'est retransmis que sur Rugby Plus en live. Donc, ça va être très compliqué pour ceux qui ont l'ADSL parce que Rugby Plus n'existe que via la box canal ou le satellite. Donc, c'est Ouais, dommage. les finales, c'est vers 9h du mat, quelque chose comme ça. Ouais, c'est 8h, 9h. 8h, 9h, exactement. Donc, louper, voilà, zapper les matchs de poule. Oh, mais oui, c'est pas très, Avec très important. Réveillez-vous, prenez le petit-déj. Non, mais prenez le petit-déj devant le rugby, c'est très bien. Voilà. Et on va terminer donc ce qu'il faut suivre d'ici au prochain podcast avec le championnat de France Elite 13 qui reprend ses droits également. Yes. Limoux contre Carcassonne, Limoux 3e contre Carcassonne 2e dimanche à 15h. Mais surtout, ce qu'il faut suivre, c'est la revanche, mais des équipes mineures. Saint-Estève 4e contre Toulouse 10e samedi à 14h. Mais je parierais On que l'a Saint-Estève va défoncer le Toulouse. On l'a dit, ce sera intéressant à partir de l'an prochain, ce genre d'affiche. C'est ça, Voilà, parce que tout à fait. Toulouse est dernier et bon dernier en tant qu'équipe mineure secondaire du Toulouse Olympique 13. Voilà ce qu'il va falloir suivre d'ici au prochain podcast. Les amis, je sais pas si on a tenu 1 heure, mais on a tenté. On a un peu mordu, mais ça va. Ouais. Ça On devrait. est dans les clous. On est dans les clous. Messieurs, encore une fois, merci d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Et je tiens à vous dire qu'on aura d'autres rubriques, on aura d'autres surprises pour vous, chers auditeurs. Ludo, merci. Merci à vous. Damien. Oui, c'est Je moi, bégaye. voilà. Damien, merci. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut à tous. Ciao.